Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravi de voir que les terres rares, un sujet un peu exotique, attire autant de curiosité. Une question d'entre vous, est-ce que quelqu'un a des terres rares sur lui ou sur elle? Où ça? Voilà. Dans votre téléphone portable, le petit aimant qu'il y a dans le microphone, dans le haut-parleur, le vibreur, l'écran. Dans le microphone, le haut-parleur, vous avez du néodyme. Et puis dans l'écran, vous avez de l'europium, du terbium, au moins, et voire quelques autres terres rares. Donc ça, c'est juste un petit avertissement juridique, c'est-à-dire que les bêtises que je raconte n'engagent que vous, si vous avez le malheur de les écouter. Voilà, donc vous m'écoutez à vos risques et périls. Et vous ne sauriez poursuivre le Bergem devant les tribunaux si vous avez pris des décisions quelconques sur la base de ce que je peux raconter. Donc les terres rares, c'est une histoire européenne, c'est une belle histoire. Je vais essayer de la raconter brièvement. Ça commence à la fin du XVIIIe siècle, quand un lieutenant de l'armée suédoise, Arrhenius, un jeune lieutenant, était stationné sur les îles, les nombreuses îles qui forment l'archipel au large de Stockholm, en bordure de la Baltique. Et puis, je ne sais pas s'il s'ennuyait ou quoi, il avait une formation de chimiste, ce lieutenant, quand même, enfin chimiste de l'époque. Et il a été visiter une petite carrière, là, l'endroit qui est marqué avec le point A, avec un tout petit hameau, c'est même pas un village, qui s'appelle Ytterby. Ça va tout de suite vous attirer votre attention, parce qu'il y a 3 terres rares dont le nom est lié à ce lieu, le terbium, l'herbium et l'ytterbium. Donc il est allé dans cette carrière, et puis dans cette carrière, cette petite carrière-là, il a observé un minéral noir d'aspect métallique, très dense, et il n'avait pas la moindre idée de ce que ça pouvait être, et il a transmis ça à un ami à lui, un chimiste finlandais, Gadolin, qui l'a analysé et mis en évidence un oxyde, parce qu'à l'époque, on était bien incapable de sortir les éléments des terres rares, mais il y a détecté un oxyde inconnu qu'il appelait céria, à l'époque, les chimistes appelaient les oxydes les terres, les alcalino-terreux pour ceux qui ont fait de la chimie. Un terre, c'était le terme qui désignait les oxydes pulvérulents, souvent blanchâtres, de différents métaux. Et donc, terre, et puis rare, parce que c'était quelque chose d'effectivement très rare. Ce type de minerai est peu courant, et donc on appelait ça des terres rares. Mais en fait, c'est ni terreux, il s'agit de métaux, ni rares, parce qu'on en trouve, vous allez le voir, on en trouve aujourd'hui à pas mal d'endroits. Alors, ce sont de très belles pages pour l'histoire de la chimie française qui a connu ses heures de gloire au XIXe siècle, au XXe siècle, et il en est né une entreprise qui aujourd'hui a été intégrée dans le groupe Solvay, qui est Rhodia. Nous avons la chance d'avoir en France un leader mondial de la chimie séparative des terres rares, parce que c'est extrêmement compliqué. Vous allez voir que les terres rares, les 16 vraies terres rares, parce que vous allez voir qu'on en compte tantôt 15, tantôt 16, tantôt 17, il y a 16 véritables terres rares qui sont toujours intimement mélangées dans les minerais, et donc pour les séparer les unes des autres, c'est extrêmement difficile, parce que la couche externe, la couche électronique externe comporte 3 électrons, donc les propriétés chimiques des terres rares sont extraordinairement voisines les unes des autres, et donc il faut recourir à des astuces assez élaborées en hydrométallurgie pour arriver à les séparer. Le procédé n'a été inventé que au XXe siècle. Donc, alors, en France, Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran a été l'inventeur du samarium et du dysprosium. C'est un grand maître, un grand génie de la spectroscopie optique. Et puis, plus tard, Georges Urbain, l'école de chimie de Paris, a découvert le lutécium et créé une société qui s'appelait la Société des produits chimiques des terres rares, avec une usine à Cerquigny dans l'Eure, qui existe toujours parce que c'est une usine où par la suite on a développé le Rilsan, qui est une fibre synthétique. Et cet aspect, aujourd'hui, c'est une usine du groupe Arkema, mais l'activité terres rares, donc, qui a commencé à se développer dans les années 20 du siècle dernier, pour fabriquer ce qu'on appelle le miche-métal. C'est un mélange de cérium, un mélange impur de cérium et d'autres terres rares, qui sert essentiellement à faire des pierres à briquet. Il faut savoir que les premières applications des terres rares, alors qu'on ne savait pas bien les séparer encore,
c'était en Autriche, c'était le baron Auer von Welsbach, à la fin du XIXe siècle, qui a trouvé comment on faisait des pierres à briquet avec des terres rares. Et puis, surtout, une invention qui a révolutionné l'Europe à l'époque, que beaucoup ont perdu de vue, c'est le manchon à gaz. Le manchon à gaz qu'on trouve encore dans les camping-gaz, etc. Là, cette luminescence intense, c'est pas la flamme du gaz, parce que une flamme de gaz, c'est bleu, ça éclaire pas des masses. Donc, si on veut que ça éclaire, il faut la mettre dans un manchon, et ce manchon, il est tout bêtement imprégné d'oxyde de cérium et avec un peu d'oxyde de thorium, et c'est ça qui génère cette luminescence blanche extrêmement intense qui fait que ça éclaire. Donc ça a été une invention qui a révolutionné l'Europe. Donc c'est les Autrichiens qui ont été, je dirais, les vrais inventeurs, mais les Français ont suivi d'une longueur. Et donc cette usine de Cerquigny s'est un peu développée sur la même ligne que les Autrichiens. Et l'entreprise autrichienne qui a développé ses premières applications, etc., existe toujours, c'est Treibacher. Donc la production de terres rares de l'usine de Cerquigny a été transférée à La Rochelle, où il y a toujours une usine, une des rares usines au monde de séparation hydrométallurgique des terres rares, et elle existe toujours à La Rochelle, et donc aujourd'hui c'est dans les mains du groupe Solvay, mais toujours sous le nom de Rhodia. Le nom de Rhodia a été conservé, et Rhodia est un leader mondial, un des rares leaders mondiaux dans ce domaine de la chimie séparative des terres rares, et c'est une clé stratégique dans le domaine de l'industrie des terres rares. Alors que sont les terres rares? J'expliquais que leur histoire remonte à la fin du XVIIIe siècle, mais vraiment le passage à l'échelle industrielle de la séparation individuelle des terres rares, elle est très liée à l'histoire du projet Manhattan, c'est-à-dire au développement de la bombe atomique lors de la Seconde Guerre mondiale, où on a donné aux chimistes qui, à l'époque, travaillaient au laboratoire d'Ames, dans l'Iowa, carte blanche pour trouver le moyen de faire la séparation des actinides et enrichir l'uranium et le plutonium. Alors, si jamais on vous demande ça, ce que j'espère que non, soyez prudents et faites-vous les mains sur les lanthanides qui ont des propriétés très voisines des actinides. C'est plus prudent sur les lanthanides parce qu'ils ne sont pas radioactifs. Et c'est donc exactement ça qu'ont fait les physiciens et les chimistes américains. Alors, les terres rares, ce sont les 15 éléments du groupe des lanthanides, qui sont l'avant-dernière ligne du tableau de Mendeleïev. Mais en fait, c'est un éclaté de la troisième colonne du groupe du tableau de Mendeleïev. Ce sont les éléments du groupe 3. Ils sont tous trivalents, à l'exception de l'europium qui peut être bivalent. Et du cérium, c'est ça qui peut occasionnellement prendre une valence 4. Mais en principe, ils ont tous 3 électrons. Et alors, on y rajoute l'yttrium, qui a des propriétés très voisines. Il faut savoir que ce sont des éléments qui, en termes d'orbital, sont du groupe 4F, et c'est ça qui leur confère des propriétés magnétiques et luminescentes tout à fait particulières. Donc l'yttrium a des propriétés comparables, c'est aussi un élément du groupe 4F. Et puis, par contre, le scandium, alors, il a des propriétés électroniques, enfin, la couche électronique est commune, c'est vrai, mais c'est un élément, moi, en tant que géologue, je ne le mets pas dans les terres rares, tout bêtement parce qu'il n'est pas dans les mêmes gisements. Donc, dans les minerais de terres rares, vous avez invariablement les 16 terres rares mélangées entre elles, avec des proportions différentes, on va le voir. Mais le scandium est à part, c'est tout à fait d'autres gisements. Donc, la géochimie du scandium n'a pas grand-chose à voir avec celle des terres rares. Voilà, donc ça, je l'ai dit. Donc oui, il y a 3 éléments des terres rares qui ne sont pas vraiment du bloc 4F, lutécium, scandium et yttrium, mais malgré tout ont quand même des propriétés en termes de luminescence et de magnétisme comparables. Donc l'histoire des terres rares, on a vu, c'était une histoire française au départ, puis une histoire américaine, et puis aujourd'hui c'est une histoire chinoise. Ça, c'est la production mondiale de terres rares. Alors, on voit plusieurs choses sur ce diagramme. On voit que, en fait, la production mondiale de terres rares, c'est en tonnes, l'échelle de gauche, l'axe des Y. C'était une production très modeste, voire confidentielle, jusque quelque part au début des années 80. Et puis après, on voit une phase de décollage. Et on voit
une phase importante de production américaine en bleu pâle qui s'est mis à décliner tout d'un coup. Alors, est-ce que vous savez déjà qu'est-ce qui a entraîné le décollage de la consommation de terres rares? Quelle est la grande invention qui a commencé à consommer, je dirais, de façon un peu plus intensive des terres rares? Parce que les pierres à briquet, c'est bien, mais enfin... Pardon? Non, la télévision en couleur. Les luminophores, les poudres luminophores, pour faire les pixels rouge, vert et bleu, eh bien, il faut des terres rares. Et après, sont apparus les aimants permanents, on va le voir. Donc, aux États-Unis, le bleu pâle, c'était la production d'une seule mine qui se trouve en Californie, Mountain Pass, et qui a été fermée au début des années 90 pour cause de pollution sévère. Hein, on va voir que l'activité des terres rares, de production des terres rares, peut être une activité très polluante, et ça a été le cas, et donc ça a été tout bêtement fermé. En plus, il y a eu un désintérêt complet du pouvoir politique aux États-Unis, comme dans le reste des pays de l'OCDE, donc en Europe, en France, sur ces questions-là, et personne ne s'est vraiment soucié, personne ne comprenait rien aux enjeux des terres rares. Aller parler de terres rares à un politique, le succès est à peu près assuré. Sauf si par bonheur il a de formation scientifique. Et donc c'est la Chine qui a pris le relais, tout bêtement parce que la Chine bénéficie à la fois de gisements absolument extraordinaires par leur taille, la qualité, aussi bien en termes de tonnage de réserve qu'en teneur du minerai, et puis elle bénéficie de main-d'œuvre, j'ose même pas dire bon marché, parce que prête à travailler dans n'importe quelles conditions, et de règles environnementales, même si elles existent sur le papier, leur application est pour le moins lâche. Donc les terres rares, l'usage des terres rares est complètement piloté par les applications. Vous me direz, c'est vrai pour tous les métaux, parce qu'on ne produirait pas un métal s'il n'y avait pas des applications industrielles derrière. Et donc c'est très très lié à l'évolution d'un ensemble de hautes technologies qui aujourd'hui représentent des enjeux mondiaux considérables. Donc il n'y a pas un marché des terres rares. Il est complètement inapproprié de raisonner en disant oui, il y a un marché des terres rares monolithique, c'est pas vrai du tout. Il y a des marchés des terres rares qui sont autant de niches. Il y a le marché des aimants permanents, il y a le marché des poudres luminescentes, il y a le marché des lasers, il y a le marché des applications médicales, par exemple le gadolinium comme produit de contraste pour l'imagerie médicale. Donc voilà quelques grandes étapes de ce développement. Donc j'ai parlé de l'invention du manchon à gaz et de la pierre à briquet par Auer von Welsbach, et puis ensuite aussi ça s'est développé en France. 1954, c'est l'avènement de la télévision en couleur, avec le succès qu'on sait à l'échelle mondiale. Et puis vous avez les terres rares qu'on trouve à chaque fois là-dedans. Le premier laser fonctionnel 1960, alors là dans les lasers on en trouve toute une panoplie parce qu'il y a toutes sortes de lasers, donc selon le type de laser qu'on veut faire, on va faire des dosages, des utilisations différentes des terres rares, sachant que là ça consomme très peu, hein. La technologie laser est formidable et nous apporte tous de multiples services. Simplement en termes de poids de matière contenue, c'est pas grand chose. Par contre la poudre luminophore aux terres rares, un événement important, c'est en 1978 la découverte par Philips de l'utilisation des terres rares pour faire les poudres dites triphosphores qu'on trouve aujourd'hui dans les tubes néons et dans les ampoules fluorescentes compactes qu'on a chez nous. L'éclairage à économie d'énergie, aujourd'hui, c'est obligatoire. Je pense qu'on est en phase de disparition de l'ampoule à filament tungstène. Et puis 1982, c'est la découverte des aimants permanents néodyme fer-bore comme le matériau magnétique le plus performant disponible aujourd'hui à l'échelle industrielle. Il y a d'autres substances magnétiques existant à l'échelle du laboratoire, le nitrure de fer par exemple, mais ce sont encore des choses qui sont des produits utiles au niveau du laboratoire et qui n'ont pas encore démontré leur possibilité de production industrielle à grande échelle. Alors vous savez pourquoi les aimants au néodyme fer-bore se sont développés initialement? Et où? Pardon? Non, c'est après. Non, c'était aux États-Unis que ça se passe, c'est General Motors. Une voiture américaine des années 50, rappelez-vous, c'est 2 tonnes d'acier,
des portières larges comme ça. Vous savez pourquoi les portières étaient larges comme ça? Ben parce que vous pouviez déjà pas, dans les années 50, fabriquer une voiture en demandant à un Américain de tourner une manivelle pour ouvrir la vitre. Mais, quand même. Donc il fallait un moteur électrique. Donc le moteur électrique, il marchait avec un aimant Alnico. Vous allez voir la différence de taille entre un aimant Alnico à puissance magnétique comparable et un aimant néodyme-Fairborn. Ça n'a rien à voir. Donc à un moment donné, dans l'industrie automobile mondiale, la course permanente, c'est la réduction de poids et l'efficience énergétique. C'est une tendance lourde dans l'industrie automobile depuis fort longtemps. Donc il y a des ingénieurs de General Motors qui ont dit « Ah, on a une idée géniale, on a trouvé un matériau magnétique qui va permettre de réduire la taille des moteurs électriques et donc l'épaisseur de la portière. Et là, on gagne des dizaines, voire des centaines de kilos d'acier dans la voiture. Et ça a été génial. Ça a été la division de General Motors qui s'est appelée Magnequench. Ça a très bien marché, sauf que General Motors, c'est un grand groupe. Et puis un jour, dans l'état-major, on s'est dit oh, « c'est quoi cette filiale, là, ce petit truc et tout ?» Les gens n'ont pas fait gaffe et ils ont rendu ça aux Chinois. Et contre l'engagement sur l'honneur de la Chine de laisser l'usine aux États-Unis pendant 5 ans. Et la Chine a dû respecter cet engagement pendant 5 ans et 3 jours environ. Aujourd'hui, c'est un élevage. Aujourd'hui, les murs existent toujours. Et c'est un truc pour garder les chiens et les chats. Et voilà. Il y a un film qui a été fait par un journaliste français qui est remarquablement bien fait sur l'extraordinaire aventure des terres rares, et donc dans la plus grande indifférence politique. C'est-à-dire qu'on a laissé filer la propriété intellectuelle. Le cœur, le nerf de la guerre, c'est pas la matière première, c'est la propriété intellectuelle. Parce que moi, on me donnerait un tas de dysprosium, un tas de néodyme, 2 ingrédients qui rentrent souvent dans la production des aimants, je ne saurais pas quoi en faire. Et ce n'est pas trivial d'arriver à en faire des aimants frités de la plus haute qualité. Alors les principaux usages aujourd'hui, les terres rares jouent un grand rôle dans la catalyse, donc on en trouve dans les pots catalytiques des voitures, hein, où elles jouent un rôle, je crois, c'est sur les NOx, les oxydes d'azote. La catalyse pour le craquage pétrolier, différentes applications pour le verre, notamment pour la teinture du verre. Le polissage, le cérium, l'oxyde de cérium est le meilleur agent de polissage qu'on connaisse aujourd'hui. Donc les vitres de votre voiture, les vitres de la mienne, sont polies avec de l'oxyde de cérium. Les batteries nickel-métal hydrure qu'on trouve notamment dans les véhicules hybrides, hein, donc les voitures classiques, c'est la batterie au plomb. Et puis dans les voitures hybrides, on trouve des grosses batteries nickel-métal hydrure, et là, il y a du lantane, entre autres. Les aimants permanents, les poudres luminophores et puis les céramiques haute résistance et diélectriques largement utilisées dans l'industrie électronique. Alors voilà, par exemple, une voiture, alors c'est la vôtre, c'est la mienne, hein, c'est une voiture quelconque, parce que même une voiture d'entrée de gamme, vous avez une idée ici des terres rares qu'on met en œuvre dans l'industrie automobile aujourd'hui, et pour en faire quoi, à quel endroit. Et vous voyez qu'il faut entre 5 et 8 terres rares pour fabriquer une voiture, fût-ce une Clio modeste ou une plus grosse, peu importe. Il y a des terres rares qui sont indispensables à l'industrie automobile, mais à l'industrie aéronautique, etc., on en trouve partout. Alors ça, c'est la répartition, sachant que la production mondiale tourne autour de 130-140 000 tonnes d'oxyde, on parle en oxyde de terres rares par an, donc ça vous dit à peu près quels sont les principaux usages en termes de masse, et donc sans grande surprise, c'est la catalyse et puis les aimants permanents, suivis d'assez près par les agents de polissage, et que c'est assez équilibré. Alors, question à propos, c'est transformé où? Parce qu'on nous parle beaucoup, hein, dans la presse, dans les médias, des terres rares. C'est un sujet tendance depuis 2-3 ans. Et puis, on a l'impression que c'est vital pour l'Europe. J'en entends beaucoup parler. Yves Mayerfeld indiquait que la Commission européenne a mis en place une espèce de réseau européen des compétences en matière de terres rares. Mais quand on regarde où est-ce que c'est mis en œuvre industriellement, ça ne se passe pas beaucoup chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de brevets dans ce domaine. On a laissé filer tout ça. Et donc, ça se passe aujourd'hui largement en Asie, largement en Chine, et puis aussi au Japon, avec des enjeux
stratégique considérable. Donc les aimants, vous voyez, 81% de la production mondiale d'aimants permanents à base de terres rares, c'est en Chine, et puis le reste, c'est au Japon, avec une toute petite partie aux États-Unis et en Europe, et c'est généralement sous licence Hitachi. Le principal brevet sur la production d'aimants frités à base de terres rares, c'est Hitachi. C'est un brevet qui vient à échéance en 2014, l'année prochaine. Et la Chine vient d'annoncer qu'elle intente un procès contre Hitachi devant les tribunaux américains pour prolongation abusive du brevet, puisque Hitachi a annoncé une extension de la validité de son brevet jusqu'en 2029. Et il y a 9 sociétés, je crois, chinoises qui se sont mis ensemble pour intenter ce procès qui va commencer et qui va certainement défrayer la chronique dans les mois et les années à venir et faire le bonheur de nombreux juristes. Les poudres luminophores, c'est pareil, ça se passe en Chine et au Japon. Et vous voyez qu'en gros, l'industrie transformatrice des terres rares, ça se passe beaucoup plus en Asie qu'en Europe. Nous avons largement laissé filer nos industries de haute technologie dans l'indifférence politique. Excusez-moi, ça me fait mal au cœur. Et ça n'a rien à voir avec un parti quelconque. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis. C'est une catastrophe au niveau des pays de la CDE. On a laissé filer tout ça sans réagir, dans l'indifférence, au nom de la libre entreprise, des marchés transparents, etc. Les Asiatiques, ils ne pensent pas du tout comme nous. Ils ont compris l'intérêt stratégique des matières premières en général et des terres rares en particulier. Alors ça, c'est le taux de croissance annuel de la consommation de ces applications. Alors vous voyez qu'on est à des rythmes, à des croissances annuelles absolument hallucinantes, 10% pour les aimants permanents, par exemple, pas loin de 10% pour les poudres luminophores. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. On voit bien la valeur ajoutée qu'apporte l'usage des terres rares dans bien des domaines de haute technologie. Et donc, tout à l'heure, je vous posais la question se poser sur vous. Vous avez répondu téléphone portable. Ce n'est qu'une des 1001. On pourrait faire le tour de la pièce. Ce serait assez amusant de voir où est-ce qu'il y en a. Mais il y en a pas mal d'endroits. La caméra vidéo qui est en train de me filmer là derrière en est pleine. Tiens, les terres rares ont disparu de mon ordinateur. Et voilà ce que ça donne. Donc, en 2011, on était, j'ai dit, 135, 140 000 tonnes. Ça, c'est actuellement, donc on était à 111 000 en 2011. Alors, c'est un marché de niche. Le marché des terres rares, autant les enjeux technologiques, économiques, stratégiques sont importants, autant c'est un marché de niche. C'est en valeur, à fin 2011, c'était 6,5 milliards de dollars. C'est rien du tout dans l'industrie minérale. C'est un tout petit marché. Alors par contre, si on compte la valeur des produits qui nécessitent absolument, qui n'existeraient pas sans terres rares, c'est largement plus de 1000 fois. Il n'y aurait ni aéronautique moderne, ni défense moderne, ni automobile moderne, ni télévision, etc. Donc si vous comptez la valeur de tous ces segments industriels, un téléphone mobile, tiens, pour vous donner une idée, il y a Orange qui a fait une étude là-dessus, qui est publique. La valeur totale des matières premières dans un téléphone, un smartphone moderne, c'est $1 ou €1, comme vous voulez. C'est-à-dire rien du tout. Sauf que, et il y a 60 éléments du tableau de Mendeleïev dans un téléphone moderne, en comptant l'oxygène, l'azote, etc. 60 éléments, dont certains très rares, du palladium, du beryllium, des terres rares, etc. Donc c'est chaque fois un pouillème, mais sans ce pouillème, il n'y aurait pas de téléphone moderne. Il faut bien savoir, donc ce n'est pas la valeur du produit, c'est le côté, la fonctionnalité qu'apportent ces matières premières qui est considérable. Alors regardez par rapport à l'industrie du minerai de fer, ça c'est 298 milliards de dollars par an, 92% de la masse totale de métaux qu'on produit sur la planète année après année, c'est du minerai de fer. Donc tout le reste, aluminium, cuivre, zinc, etc., tout le reste des métaux, ce qui s'apparente aux métaux, en comptant les métalloïdes des chimistes, tout ça, ça fait jamais que 8% en tonnage de la production annuelle. Donc marché de niche. Alors ce qui explique aussi que les grands groupes miniers comme Rio Tinto, BHP, Vale, etc., qui sont très connus dans le fer, dans les métaux non ferreux, s'intéressent absolument pas aux terres rares. Parce que pour eux, c'est très compliqué, ça demande des technologies très particulières, donc ça ne les intéresse pas. On va retrouver des sociétés dont les noms sont souvent fort peu connus du grand public, à l'exception de Rhodia, parce que c'est français. Voilà. Alors c'est un marché très segmenté.
J'ai dit et montré que c'était largement dominé par la Chine et le Japon, et ça n'est pas prêt de changer du jour au lendemain. Les informations disponibles sur ce monde merveilleux et passionnant des terres rares sont limitées. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, celles qui sont cotées en bourse, ont des obligations de publication d'informations, et c'est ce qui alimente tous les analystes, y compris moi-même. Par contre, il se passe des tas de choses qui ne sont pas documentées, tout bêtement parce que c'est financé par des fonds propres, par exemple, d'entreprises. Quelques-uns des plus gros projets à venir en matière de terres rares sont très mal documentés. Ça se passe au Groenland, un gisement qui s'appelle Kringlerne, qui est dans les mains d'une société australienne qui n'est pas cotée en bourse et qui s'appelle Tandris. Et ça pourrait peut-être être le plus gros gisement mondial de terres rares à venir, mais on sait très peu de choses parce qu'ils n'ont tout bêtement aucune obligation de transparence. Alors évidemment, les informations en provenance de Chine sont particulièrement peu nombreuses. C'est un pays qui, je pense qu'ils ont encore un problème même interne d'organisation. Je ne suis même pas sûr que le gouvernement chinois ait une vision des statistiques solides et fiables. J'ai une petite expérience personnelle des anciennes statistiques russes. Ça ne doit pas être très différent en Chine, donc je ne suis pas convaincu que le gouvernement chinois sache à 100% et avec une grande fiabilité ce qui se passe sur son propre territoire. Alors ça s'améliore. Je pense que la Chine va être plus transparente dans les années à venir parce qu'elle a tout à y gagner. Mais pour le moment, il y a peu de données fiables en provenance de Chine. Et quand vous avez des données, parfois il vaut mieux être un peu prudent quand vous les utilisez. On n'est pas dans un monde de bisounours, on parle ici de concurrence entre les nations dans des domaines de haute technologie, de haute innovation. Et donc, eh bien, les pratiques parfois laissent songeur. Donc c'est un marché qui peut être très rapidement et profondément modifié par l'innovation. Demain, quelqu'un sur la planète, et il y a du monde qui cherche, au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Europe, par exemple, comment faire des aimants permanents en se passant de terres rares, ou en utilisant beaucoup moins. Si quelqu'un démontre la faisabilité industrielle, parce qu'il ne s'agit pas de le montrer sur une paillasse de laboratoire, il s'agit de montrer qu'on peut faire des aimants de plusieurs kilos, etc., pour mettre par exemple dans des éoliennes, eh bien le premier qui arrivera à le démontrer va évidemment complètement et radicalement modifier la donne. Donc c'est un marché très volatile. Alors voilà ce que ça donne. Ce sont les variations des cours du prix de certaines terres rares. Ici, je n'ai pris que les terres rares dites légères, dont la valeur... Monsieur Larsen Lupin est en train de se manifester, non Ah, c'est mon téléphone. C'est un coup du néodyme. Non, celui-là. Bon. Faites-moi signe si c'est trop pénible. Donc, en 2011, il y a eu une flambée des cours des terres rares qui est à peu près sans précédent dans l'histoire des métaux, qui pourtant est riche de volatilité. Les cours des métaux ont souvent des creux et des bosses spectaculaires, mais ici, on a carrément une multiplication par 70. Alors, c'était lié à un ensemble de facteurs. Fin 2010, la marine japonaise a raisonné un chalutier chinois en mer de Chine, capturé l'équipage. Ils ont très rapidement relâché les marins, mais ils ont gardé le capitaine au frais quelques jours. En représailles, la Chine a stoppé net ses exportations de terres rares à destination du Japon. Or, le Japon, pays riche en industrie de haute technologie, est très dépendant de la Chine comme fournisseur de terres rares. Donc, et puis la Chine aussi a entrepris un vaste programme de mise en ordre de son industrie des terres rares pour réduire les exploitations illégales, notamment dans le sud de la Chine, et puis aussi pour réduire les impacts environnementaux de l'industrie des terres rares. Donc un ensemble de facteurs font que, plus évidemment la spéculation habituelle sur les matières premières, fait qu'il y a eu un embrasement, je ne sais pas quel terme on peut trouver, pour une pareille évolution et aussi rapide des prix. Alors depuis, le soufflet est retombé, mais avec un niveau quand même nettement plus haut que ce qu'il était avant. On est quand même
7-8 fois au-delà de la moyenne des prix de la période, mettons 2000 à 2010. Et puis on est même dans une phase de relatif redémarrage. On est reparti, semble-t-il, vers une hausse. Alors jusqu'à quand et où, je ne sais pas. Alors les aimants permanents, parler un petit peu des aimants permanents, ben voilà l'évolution de la taille en grandeur réelle, c'est à l'échelle de la taille des aimants permanents, donc l'aimant Alnico, technologie classique des années 40-50, et puis tout en haut, l'aimant néodyme Fer-Bor, hein, tout ça à puissance magnétique identique. Alors vous voyez tout de suite la miniaturisation que ça permet. À gauche, vous avez un moteur de 500 chevaux avec moteur à induction, bobinage cuivre classique. Et puis à droite, vous avez la même chose, la même puissance, 500 chevaux, mais ce coup-ci avec un moteur à entraînement asynchrone, à aimant permanent terre rare. Vous voyez tout de suite, ça évoque, la compacité, la simplicité. Parce que mécaniquement, les moteurs à terre rare ou les génératrices, on va voir le cas des éoliennes, sont techniquement plus simples, pas technologiquement, mais techniquement. Alors, dans cette affaire d'aimant permanent, il y a un élément qui joue un rôle particulièrement important. Les terres rares sont stratégiques, mais il y a des terres rares qui sont bien plus stratégiques que d'autres, et vous allez voir pourquoi. Alors, un parfait exemple, c'est le dysprosium. Alors, les aimants permanents, normalement, c'est néodyme Fer-Bor, mais on est obligé de les doper au dysprosium, des quantités qui varient entre 2 et 11%, en fonction de la plage de température que l'on veut pour le fonctionnement de l'aimant. Parce que l'aimant est caractérisé par un certain nombre de paramètres, et ces paramètres se dégradent rapidement avec l'élévation de température. Or, par exemple, dans une éolienne, vous avez toujours un peu de frottement, des forces qui entraînent des échauffements, et on est obligé de rajouter 4% de dysprosium dans l'alliage magnétique pour garantir un fonctionnement à une plage de température acceptable sans perdre les capacités et les propriétés magnétiques de l'aimant permanent. Alors, en 2010, la production mondiale de dysprosium est estimée, encore une fois c'est estimé, rien que pour la Chine, selon les auteurs, on estime entre 10 et 30% la proportion de production illégale et d'exportation tout aussi illégale à partir de la Chine, histoire de vous montrer ce que valent les statistiques officielles. Évidemment, quand c'est des productions et des exportations illégales, personne ne sait quelle est la réalité des chiffres. Donc, en 2010, on a produit 1600 tonnes, et avec ça, on peut faire 70 gigawatts de capacité de production électrique à partir d'éoliennes à aimant permanent. Alors, on fait des éoliennes en se passant d'aimant permanent, il y a différentes technologies. Et il y a bien entendu de nombreux usages concurrents des aimants permanents. Je vais parler du téléphone mobile. Les disques durs, par exemple, dans les disques durs, vous avez 2 aimants permanents, et puis ainsi de suite, il y en a partout. Alors, si 20% de la capacité annuelle de production mondiale d'éoliennes devait venir d'éoliennes à type génératrice synchrone à aimant permanent, avec la technologie actuelle, il faudrait 460 tonnes de dysprosium supplémentaires en l'état actuel des technologies. Rien ne dit qu'en 2030, on fera encore des aimants permanents, on mettra encore des aimants permanents à base de terres rares dans les éoliennes. Peut-être on fera des éoliennes supraconductrices, enfin avec des génératrices à supraconducteurs. C'est une piste qui est explorée. Je ne sais pas encore si ça marchera pas, mais enfin, il y a de nombreuses options technologiques sur la table. Simplement, aujourd'hui, la plus séduisante, c'est bien la technologie à aimant permanent. Pourquoi ? Parce qu'une éolienne classique à induction, c'est un moteur asynchrone, c'est-à-dire que la pale de l'éolienne, quand il y a beaucoup de vent, tourne, mettons, maximum 20 tours minute, et elle doit entraîner une génératrice à bobinage en cuivre qui, elle, doit tourner à 1500 tours minute pour une production optimale de courant. Donc, qu'est-ce qu'il faut entre les deux ? Une boîte de vitesse. Et la boîte de vitesse, c'est mécaniquement une horreur, c'est très complexe, c'est très fragile. Une éolienne, ça a des vitesses qui varient en permanence, donc évidemment, la boîte de vitesse reçoit des à-coups. Et quand vous imaginez qu'aujourd'hui, les plus grosses éoliennes qu'on commence à installer en offshore, c'est 6 mégawatts, donc c'est des sacrées bêtes.
et qu'il faut envoyer l'hélico, l'équipe, pour aller réparer l'éolienne en panne au large d'Ouessant, et que manque de chance, il y a un vent de force 8, je ne vous raconte pas l'étendue du désastre. Alors, donc, solution, c'est des entraînements directs, donc plus de boîte de vitesse, on élimine une des sources principales de fragilité de l'éolienne, donc des coûts de maintenance beaucoup plus bas, une plus grande facilité d'entretien, et ça joue un rôle fondamental, surtout pour les éoliennes en domaine offshore. En onshore, c'est moins grave parce que l'accès est plus facile, mais même là, quand même, la fréquence des pannes est beaucoup plus grande sur les boîtes de vitesse. C'est la boîte de vitesse que celles qui n'en ont pas. Donc, il y a aussi besoin d'autres métaux. Il faut savoir que par mégawatt de capacité de production électrique, donc il faut, si c'est des éoliennes à aimant permanent, il faut par mégawatt 600 kg en moyenne, hein, il y a des chiffres qui diffèrent un peu, d'aimant permanent par mégawatt de capacité de production. Dans les 600 kg, vous avez 24% de néodyme et environ 4% de dysprosium. Donc ça vous donne une ordre d'idée. Mais il faut aussi du cuivre. Alors là, vous avez estimations entre 6 et 10 tonnes de cuivre. Ça, c'est en comptant les réseaux de raccordement, parce que c'est bien de construire des éoliennes, mais encore faut-il construire en même temps des réseaux pour les raccorder. Et puis une bonne centaine de tonnes de fer, entre 100 et 150 tonnes de fer par mégawatt de capacité installée. Alors, si on regarde les projections à l'horizon 2030, il y en a de disponibles par l'Agence internationale pour l'énergie, par le Global Wind Energy Council. Ça ferait à peu près 670 000 tonnes de cuivre. C'est quand même 4% de la production mondiale de cuivre. C'est pas rien. Hein, c'est 1% de la production mondiale d'acier. Alors, c'est bien parce que ça se recycle, sauf qu'il faut attendre 20 ans. Donc ça rajoute quand même à la demande mondiale pour les métaux, et ça illustre bien le fait que les énergies renouvelables, on déplace en partie un problème, qui est celui de la génération d'énergie, vers un autre problème, qui est la production de métaux. Laquelle production de métaux, accessoirement, nécessite de l'énergie. Aujourd'hui, on consomme 8% d'énergie mondiale pour extraire et produire les métaux dont l'humanité a besoin. Un ordre d'idée. Alors, d'ici 2035, il faudrait installer, d'une manière générale, pratiquement 6000 gigawatts de capacité nouvelle de production électrique, toutes technologies confondues. Plus encore la partie que je n'ai pas calculée, et qui doit être à peu près un tiers des capacités existantes, qui seront en fin de vie. En gros... 20, 30 ans pour une installation de production électrique, quelle qu'elle soit, c'est déjà pas mal. Bon, les centrales nucléaires, on essaie de les faire durer un peu plus longtemps. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais enfin bon. Donc il va bien falloir remplacer tout ça. Donc ça vous donne un ordre d'idée des enjeux. Si pour l'éolien, on pourrait passer de 238 gigawatts, c'est ce qui est installé à l'échelle mondiale actuellement, à 1098 en 2035, dont 175 installés en offshore. Et ça, c'est le scénario dit de croissance modérée, publié par l'Association mondiale pour l'énergie éolienne, ce qui ferait à peu près 96 gigawatts par an à l'horizon 2030. Et si on prend l'ensemble du dysprosium, je disais tout à l'heure, on est à 70 gigawatts. Donc il y aura un gros problème sur la demande en dysprosium si les technologies n'évoluent pas. Bon, ça c'est un éclaté d'une éolienne à génératrice synchrone aimant permanent, donc les pales, le système de freinage, et puis derrière l'espèce de gros disque, c'est la génératrice à aimant permanent, donc pas de boîte de vitesse, d'où relative simplicité de la construction. Alors le dysprosium, pourquoi le dysprosium est-il un métal critique et hautement stratégique? C'est parce que si on prend... aujourd'hui, on dispose de données précises sur une bonne cinquantaine de gisements à terres rares qui sont en cours d'étude à travers le monde, hors Chine, et on dispose de données détaillées sur leurs ressources et la composition de ces ressources.
Alors, en moyenne, ça donne quoi? Ça donne 0,9% de dysprosium. Alors, un gisement de terre rare, en moyenne, c'est 1,2% de terre rare dans le minerai. Donc, c'est 98,8% de fraction stérile, de la roche qu'on va rejeter. Donc, c'est que 1,2% en moyenne, j'ai bien dit. Et dans ce 1,2%, vous avez en moyenne encore 0,9% de dysprosium. Ça vous montre quand même que le dysprosium, ce n'est pas un élément particulièrement courant dans la nature. Or, il est indispensable à de nombreuses applications. Alors, des prévisions sur l'offre et la demande, donc ça vient de Dudley Kingston, qui est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'économie des terres rares. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on retrouve dans toutes les conférences internationales. Et donc, vous voyez les estimations, tout ce qui est en rouge, vous avez un déficit structurel prévu entre un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et alors, c'est un paradoxe, parce que si on veut produire du dysprosium, il faut chaque fois produire la quantité de lantane et de cérium associés. Mais il n'y a pas un marché pour absorber de telles quantités de lantane et de cérium. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez maintenir des cours élevés pour le dysprosium et vous allez complètement déprimer les cours des éléments lantane, cérium, voire le néodyme qui est utile aux aimants permanents. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le néodyme ne fait pas partie des terres rares. Par contre, l'europium et le terbium, donc ça, c'est les poudres luminophores, regardez, 0,3%, 0,2%, ça ne fait pas épais. Et là, quelles que soient les technologies d'éclairage ou de vidéo, pour les écrans vidéo, on retrouve invariablement ces terres rares. Alors, la bonne nouvelle, c'est les ampoules, on va parler des ampoules compactes fluorescentes dans un instant. Avec l'avènement des LED, on va pouvoir générer de l'intensité lumineuse en utilisant beaucoup moins de terres rares. Alors, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est l'évolution du prix des terres rares les plus rares. Donc, regardez, c'est la courbe des prix du dysprosium. Tout à l'heure, on était à facteur multiplicateur de 70. Là, on avait atteint 106. Hein, pas mal. C'est mieux que la caisse d'épargne. Ça dépend à quel moment vous vous situez, évidemment. C'est pour ça qu'il y avait cet avertissement au début. Alors, d'où vient le dysprosium en particulier? Alors, le problème, c'est que la production mondiale de dysprosium vient à 99% de l'exploitation de ce qu'on appelle des argiles ioniques à terre rare, qui sont des espèces de latérites formées sur des roches préalablement déjà enrichies en terre rare, et on trouve ça dans le sud de la Chine. C'est des espèces de sols tropicaux où se sont enrichies les terres rares lourdes. Donc le profil de ces argiles ioniques est enrichi par un processus géochimique en terres rares lourdes, et elles sont exploitées localement, mais alors c'est une horreur, parce que c'est de la déforestation, parce qu'il faut bien accéder à la matière première, c'est des petites exploitations artisanales à ciel ouvert, et alors on fait des petits fourrages de 3 mètres à mailles très serrées, et on y injecte du sulfate d'ammonium, des lixiviants, et ça pénètre dans le sous-sol, et puis on recueille ce jus un peu plus bas dans la pente. Au bout de quelques semaines, il est chargé, il lixivie les terres rares. Et puis ensuite, on fait évaporer, et on recueille un concentré de terres rares qui ensuite est envoyé dans des usines de séparation hydrométallurgique. On revient au procédé utilisé pour toutes les terres rares. Mais le spectacle n'est pas très très jojo, et l'impact environnemental est considérable. Et puis en plus, c'était largement des exploitations illégales. Donc une des questions sur le marché du dysprosium, c'est si la Chine met vraiment en œuvre des normes environnementales contraignantes comme elle a l'air de vouloir le faire, parce qu'elle est prise à la gorge par l'état épouvantable de son propre environnement. Il n'y a pas que les problèmes de terres rares, bien sûr, ils sont même épiphénoménaux par rapport au charbon ou à la qualité de l'eau en Chine, etc. Eh bien, cette production de dysprosium va baisser fatalement. Et alors, la question à quelques millions d'euros, c'est où sont les productions alternatives? Autre question, c'est que la Chine a un besoin impérieux de ces terres rares, parce que la Chine a développé plein d'industries aval à haute technologie, à haute valeur ajoutée, utilisant les terres rares. Et il est très clair que la stratégie économique de la Chine, c'est pas de continuer à vendre au monde des blue jeans et des t-shirts bon marché. Ça, c'est fini. Ça, c'est en train de se
quitter la Chine vers l'Éthiopie, le Bangladesh, et il y a toujours malheureusement plus pauvres que pauvres pour faire ce genre de choses. L'ambition de la Chine, c'est de nous vendre les produits à forte valeur ajoutée que permet une parfaite maîtrise de toute la filière des métaux, depuis la géologie, l'extraction minière, la métallurgie, la chimie séparative, en clair, de nous vendre les avions du futur, les automobiles du futur, l'électronique, ça y est, c'est bien parti. Trouvez donc aujourd'hui un ordinateur, un téléphone, n'importe quoi, qui ne soit pas made in China, même s'il y a marqué Apple ou je sais pas quoi dessus. L'usine où un bon nombre de composants, pas tous, ont été fabriqués, ça a de bonnes chances d'être en Chine. Alors, cette boulimie de matières premières de la Chine, qui n'est pas seulement sur les terrains, conduit la Chine aujourd'hui à être non seulement un opérateur minier de premier rang, mais aussi à investir massivement à l'étranger, notamment au Canada, en Afrique et en Australie. La dernière partie de ce petit panorama sur les terres rares, c'est les questions pour l'avenir. Alors, j'ai essayé de... Dans mon hôtel, il y avait une moquette très agréable que je me suis mis à fumer tout en regardant dans une boule de cristal, ce qui est un exercice un peu hasardeux parce que la fumée peut obscurcir ce qu'on voit dans la boule de cristal. Donc, il faut savoir déjà, je répète, que sur l'information, on a l'information que celle qui vient de sociétés cotées en bourse. Tout ce qui n'est pas coté en bourse n'est pas public. Parmi les très grands gisements qui pourraient produire des terres rares dans l'avenir, par exemple, c'est les phosphates. Il se pourrait que le Maroc, qui est un grand producteur mondial de phosphates, puisse devenir un jour un grand producteur mondial de terres rares. J'ai eu la chance de m'exprimer à ce sujet. J'ai écrit un article récemment sur le sujet. Il y avait un symposium organisé au Maroc par l'Office chérifien des phosphates, et où je me suis amusé à présenter quelques idées ou quelques données sur les terres rares dans les gisements de phosphate. Il y a aussi certains gisements de fer où on trouve de l'apatite, phosphate de calcium, qui très souvent contient des terres rares. Donc il y a toutes sortes de sources potentielles de terres rares qui sont mal documentées, mal connues, mais qui pourraient se mettre à produire. Donc, il faut savoir que les sociétés cotées en bourse, pour ce qui est des sociétés minières, sont soumises à des codes imposés par les marchés financiers qui conduisent à publier les données dans des formats bien spécifiés, avec des audits externes, etc. Tout ça est lié à un grand scandale qui a eu lieu à la fin des années 90, mais dont je ne vais pas parler ici. Donc, 49... 50 gisements actuellement en cours avancé d'études à l'extérieur de la Chine. Ah oui, 49 et 2 mines en production, ce qui fait bien 51. Donc 2 mines ont été ouvertes hors Chine. Donc la fameuse mine des États-Unis a été modernisée et réouverte, celle qui avait été fermée pour des raisons environnementales, Mountain Pass, qui appartient à la société Molycorp. Et puis en Australie, là c'est l'ouverture complète d'un nouveau gisement qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle Mount Weld et qui appartient à la société Lynas. Et l'usine, ce gisement est lié, apparié à une usine de séparation des terres rares sur technologie Rhodia qui a été construite en Malaisie à Gebeng et qui est en cours de production. Donc là, ça va rajouter à peu près 20 000 tonnes de terres rares au marché, mais malheureusement, un tout petit peu seulement de dysprosium. Donc ce n'est pas la réponse. Ce n'est qu'une toute petite partie de la réponse. Donc peu d'informations sur les projets que les sociétés autofinancent. Et au Groenland, il y a un gisement qui intrigue beaucoup parce que c'est un monstre. Il s'appelle Kringlerne. Il appartient à une société australienne assez mystérieuse qui s'appelle Tambrise, qui est contrôlée par une holding enregistrée à Londres, je ne sais pas si vous voyez, et à laquelle certains pourraient soupçonner éventuellement des intérêts chinois. Mais bon. Donc il faut savoir qu'une partie des productions dites occidentales futures bénéficieront à l'économie chinoise. C'est ainsi la règle. Donc ça, c'est une carte avec les projets. Donc peu ou prou les 50, enfin plus ou moins les 51 projets, et puis quelques autres. Donc vous avez la position des mines chinoises, les pentagones représentant les sites en train de produire. Donc vous avez des projets en développement en Australie, Nolensbourg, Charlie Creek, DZP qui est Dubo Zirconia, qui sont en cours, je dirais, assez avancés. Vous avez plusieurs
gisements aux États-Unis, au Canada. Vous avez des choses moins avancées, mais extrêmement importantes, donc au Groenland. Le plus gros gisement en termes de tonnage de réserve, mais malheureusement pas en termes de teneur en terres rares dites lourdes, en dysprosium notamment, se trouve à Kvanefjeld, pratiquement dans l'extrémité sud du Groenland. Alors la production, qu'est-ce qu'il faut pour répondre à nos besoins en terres rares? C'est quand même bon de le rappeler. Il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord des gisements, donc une connaissance géologique. Trouver les gisements, ça c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des capitaux nécessaires à leur développement et à leur mise en production. Alors aujourd'hui, les coûts d'investissement préalables avant de sortir la première tonne de minerai, parce que pour sortir le minerai, il faut acheter les équipements, il faut construire les installations, apporter la haute tension, l'eau, etc., mettre en place l'installation de traitement des effluents, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça fait qu'une nouvelle mine de terres rares, sans usine de séparation des terres rares, c'est entre 100 millions et 1,5 milliard de dollars avant de sortir le premier kilo de terres rares. C'est ce qu'on appelle le CAPEX en anglais, Capital Expenditure. Et après, on parle de coûts opératoires, les coûts de production au kilo, à la tonne, comme on voudra. À ça, vous rajoutez encore quelques centaines de millions de dollars si vous voulez faire une usine de séparation. Donc on est quand même dans des choses très capitalistiques. Et là, c'est un gros problème. J'ai dit que la valeur totale de la production, c'était 6 milliards de dollars. Donc autant vous dire que les investisseurs, ils ne se précipitent pas. Quand vous montrez un projet, que vous dites il me faut 1,5 milliard de capitaux pour le démarrer, moi j'attends de voir qui c'est qui va les mettre. Parce que je crois à un projet quand je lis qu'il y a des accords qui ont été signés avec X, Y et Z, que le tour de table, comme on dit, s'est organisé, parce que là, vraiment, on peut envisager sérieusement que la production va démarrer. Tant que ce n'est pas le cas, on peut parler longtemps, faire de la publicité, des belles plaquettes. L'industrie sait faire ça très très bien. Donc, troisième condition, donc il faut un gisement, il faut des capitaux, il faut construire des usines de séparation, donc il faut trouver des gens qui ont le savoir-faire, ils sont extrêmement peu nombreux à travers le monde, qui veuillent bien vous licencier, vous donner et vous aider à construire l'usine. Donc eux jouent aussi, ces industriels-là jouent leur propre stratégie. Après, il faut les savoir-faire. Je vais dire derrière tout ça, puis c'est la bonne nouvelle, il y a le savoir-faire humain. Donc la propriété intellectuelle, elle est fondamentale. Et je reproche souvent aux études sur les métaux critiques, je connais un peu le sujet, c'est justement de ne pas du tout regarder les questions de brevets, etc. Et savoir qui contrôle les brevets sur la métallurgie, sur la chimie séparative, sur les matériaux en aval, etc. C'est fondamental et c'est très éclairant. Et c'est malheureusement peu réjouissant quand on regarde ça. Et puis l'acceptabilité sociale des projets. Et alors l'acceptabilité de ces projets dépend entre autres de la présence ou non de sous-produits radioactifs. Beaucoup de gisements de terres rares ont le mauvais goût, le très mauvais goût de contenir du thorium et de l'uranium. Alors l'uranium, c'est peut-être pas le plus inquiétant parce que l'uranium a un marché. Donc s'il y a suffisamment d'uranium, on peut le sortir économiquement, le vendre et donc par la même occasion ne pas en faire un tas d'uranium qu'on laisse sur place. Par contre, le thorium aujourd'hui est un des rares éléments du tableau de Mendeleïev qui n'est pas encore un marché à la hauteur de sa production potentielle. Bon, il y a quelques usages du thorium, mais ça ne va pas chercher très loin. Donc ce thorium, il faut l'entreposer. La bonne idée, c'est de l'entreposer pendant 30 ans. Dans 30 ans, il y aura un marché du thorium. Il y aura des réacteurs nucléaires en grande quantité marchant à l'uranium-233, produit à partir de thorium-232. Je pense que c'est un des avenirs du mix énergétique, mais ça ne sera pas avant 30 ou 40 ans. Donc, en attendant, il faut le stocker. Et bon, ce thorium pose quand même quelques problèmes d'entreposage. Ça peut se faire, mais ça a un prix. Et surtout, ça ne doit pas être fait n'importe comment. Et vous avez tout de suite des problèmes d'opinion publique. Dès que vous utilisez le mot radioactivité, évidemment, vous suscitez la crainte de population. Alors ça, c'est un diagramme qui montre quelques-uns des gisements en cours de développement. Donc, en Europe, nous avons un gisement de terres rares en cours de développement avancé qui est Norrskär en Suède, qui appartient à la société Tasman Minerals, qui est australienne, et où vous avez moins de 10 ppm de thorium.
Mais la plupart des autres gisements ont des teneurs beaucoup plus élevées, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez, ça va jusqu'à plus de 10 000 ppm de thorium, ce qui fait beaucoup. Ça fait même exactement 1%. Ça donne des déchets qui, selon les normes de l'Agence internationale pour l'énergie, sont des déchets qui relèvent de réglementations spécifiques pour leur gestion. Donc c'est beaucoup plus lourd. Sur le know-how du traitement et de la séparation des terres rares, je ne vais pas vous détailler la partie gauche de l'image, vous pourrez la regarder à la loupe, mais elle est téléchargeable aussi. Ça vient de l'USGS, c'est un flowsheet simplifié de traitement métallurgique des terres rares. Il faut savoir aussi que les terres rares, les porteurs de terres rares, il y a à peu près 200 minéraux, 200 espèces minérales porteuses de terres rares qui sont connues, mais il n'y a de procédés industriels que pour 3 ou 4 de ces terres rares. La bastnésite, la monazite et l'aloparite. L'aloparite est déjà un minéral très particulier. Il y a un gisement exploité qui est dans la péninsule de Kola, en Russie. Il y a un autre minéral dont on va parler beaucoup dans les prochaines années qui est le dialyte. Et puis aussi le xénothime, eudialyte et xénothime étant deux minéraux des terres rares, du groupe contenant des terres rares qui ont une particularité, c'est qu'ils sont naturellement très riches en terres rares lourdes et peu radioactifs. Alors ça, c'est juste un ordre d'idée. C'est le montant en capital, c'est les données publiées par les sociétés. Donc le montant en capital qu'elles estiment nécessaire pour démarrer leur opération. Vous voyez qu'Onefiel, 1,530 milliard d'euros. Donc si vous ne savez pas quoi faire de votre plan B, de votre livret A, ben voilà une suggestion. Mais rappelez-vous l'avertissement initial. Alors, les inconnus, dans le domaine des terres rares, j'aime bien l'expression, c'est les known unknowns, les inconnus connus. On n'a pas la réponse, mais on sait en tout cas quelles sont les questions. Les questions pour le futur, c'est quelle va être la capacité de production de la Chine, notamment en matière de terres rares lourdes, dont le fameux dysprosium, l'europium. Non, l'europium n'est pas une terre rare lourde, mais elle est quand même rare. Le terbium est une terre rare lourde, l'yttrium, ce sont des vrais enjeux. Quelle va être la capacité des projets situés hors Chine à attirer les investissements initiaux nécessaires à leur développement? Que vont devenir les projets à forte teneur en thorium? Qu'est-ce qui va se passer avec tout un tas de gisements qui sont mal documentés pour cause de manque de transparence et qui sont développés sur fonds propres? Qui va abattre quelle carte et quand? On ne le sait pas. J'en connais quelques-uns qui jouent dans l'ombre, mais voilà. Qu'est-ce qui va advenir de la construction d'usines de séparation? Il faut savoir qu'une usine comme La Rochelle, c'est 10 000 tonnes par an de capacité, et ça ne s'étend pas indéfiniment, donc c'est compliqué en plus. Et c'est là qu'il risque d'y avoir aussi un gros goulet d'étranglement. Beaucoup des nouveaux projets annoncent l'ouverture de mines, mais ils ne parlent pas de l'usine de séparation qui est nécessaire derrière. Donc, qui va les faire? Comment ça va se passer? Il y a des rumeurs qui circulent qu'aux États-Unis, il pourrait se développer le concept d'une usine qui ferait de la métallurgie, enfin de la chimie séparative à façon. Donc, les producteurs pourraient y envoyer leurs minerais, payer les coûts de la séparation. Et bon, pourquoi pas? Peut-être qu'en Europe, quelque chose de similaire pourrait aussi se développer un jour. Et puis la question des brevets, donc la propriété intellectuelle qui aujourd'hui est bien verrouillée et solidement verrouillée à la fois par la Chine et le Japon, ce qui va quand même poser un problème pour tous les nouveaux entrants. Et puis les compétences, donc dans l'OCDE aujourd'hui, je suis désolé, mais que ce soit dans le domaine de la mine, dans le domaine de la métallurgie, dans le domaine de la science des matériaux, je vois plus de têtes blanches que de jeunes. Enfin, encore que là, je vois quelques jeunes. J'espère que vous allez vous précipiter sur ces domaines scientifiques si vous n'y êtes pas déjà. Mais on est plutôt dans une phase, dans tous les pays de l'OCDE, où on a perdu énormément de compétences absolument stratégiques et on ne s'est pas beaucoup soucié de les reconstituer. Donc en Europe, il y a une forte prise de conscience, mais récente. Donc ça a commencé en 2008 avec le lancement de l'initiative matières premières de la Commission européenne. Certains États membres aussi, l'Allemagne, qui a un programme national de recherche extrêmement ambitieux.
qui est bien documentée, une plaquette d'une 40aine de pages sur les métaux de haute technologie, qu'ils ont d'ailleurs traduit en français pour encourager les coopérations bilatérales. Il y a un projet européen spécifique sur la métallurgie des terres rares qui vient d'être lancé, qui s'appelle Eurare, qui est piloté par l'Université technique d'Athènes, mais auquel participe tout un ensemble d'acteurs, dont le BRGM, entre autres. La mise en place toute récente par la Commission européenne d'un réseau de sachants des terres rares et tout. Donc, j'ai l'honneur de faire partie du comité de pilotage et nous nous réunissons, enfin le comité de pilotage, la première fois la semaine prochaine. Une diplomatie européenne des terres rares, donc visite de commissaires européens au Groenland, entre autres, signature de protocoles d'accord. Donc, j'attends de voir un petit peu ce que concrètement va se passer derrière, parce qu'encore une fois, il faut jouer avec des centaines de millions de dollars et être prêt à prendre des risques industriels. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas en allant se promener avec un marteau de géologue qu'on résout tous les problèmes. Beaucoup de recherches en cours, aussi bien au Japon, aux États-Unis, en Corée, sur comment faire pour se passer de terres rares. C'est une vraie question pour la science, hein, c'est comment on fait pour faire des écrans vidéo sans europium, sans terbium, de l'éclairage sans europium et sans terbium, des aimants permanents sans dysprosium, le néodyme, pas trop de soucis. Hein, donc, comment on fait pour réduire la consommation de terres rares et puis aussi pour recycler. Hein, donc, Rhodia a développé, fait de la recherche, nous avons participé à certaines d'entre elles, des procédés pour recycler, par exemple, les poudres luminophores contenues dans les tubes de néon et les ampoules de basse consommation. Donc ça, c'est le process coléoptère qui aujourd'hui est au point. Donc c'est recyclage de ces poudres luminophores. Il y en a 1 gramme par ampoule en moyenne et 60% de terres rares dans ce gramme. Donc multiplié par le nombre d'ampoules, ça fait une ressource absolument précieuse. Pareil pour le lantane dans les batteries nickel métal hydrure. Et il y a aussi des travaux sur le recyclage des aimants permanents. Voilà, j'en ai terminé. Ça, c'est la page de pub pour le BRGM. Donc, si vous voulez documenter, il y a bien sûr d'innombrables sources d'informations, essentiellement en langue anglaise. Cela étant dit, nous maintenons au nom du gouvernement français, à la demande du gouvernement, du ministère de l'écologie, un site qui s'appelle mineralinfo.fr. Vous avez l'adresse ici. Vous pourrez télécharger notre revue que nous publions 2 fois par an, qui s'appelle Géosciences, à gauche. Le numéro 15, l'année dernière, à l'occasion de Rio plus 20, était consacré à tout un ensemble d'articles sur différentes facettes des matières premières minérales dans un contexte de développement durable. Nous publions 10 fois par an une revue, tout ça est absolument gratuit, téléchargeable, une revue qui s'appelle Ecomine, qui est l'actualité mondiale de l'industrie minérale, des matières premières et tout. Et puis, donc, si vous voulez savoir ce que nous avons, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui, enfin, plutôt ce que nous savions en 1992, parce que tout le développement de la connaissance du sous-sol français s'est arrêté avec la fin de l'inventaire minier national, mais toutes les données acquises entre 1975 et 1992 sont disponibles en ligne. Hein, quiconque peut aller voir précisément. Vous pouvez zoomer très précisément, voir les points d'analyse, les teneurs analysées, sachant qu'à l'époque, d'abord, les procédés analytiques n'étaient pas aussi sensibles qu'aujourd'hui, et 2, on n'analysait pas des éléments comme les terres rares en routine, hein, ni l'indium, ni le germanium, ni le gallium, donc on regardait essentiellement, c'était l'attente des pouvoirs publics de l'époque, le cuivre, le plomb, le zinc, l'or, etc. Et puis, donc j'ai l'honneur de faire partie de l'équivalent du GIEC, mais pour les ressources naturelles, donc l'International Resource Panel, du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et là aussi, vous avez un lien Internet où vous pouvez télécharger un ensemble de rapports dont certains ont trait aux métaux et aux matières premières. Un rapport sur qu'est-ce qu'on sait sur le stock de métaux existants hors sol dans l'humanité, hein, donc ce qu'on a déjà extrait et qui est physiquement présent dans nos infrastructures, nos biens de consommation, etc. C'est assez intéressant. Un autre sur l'état du recyclage. On recycle, il y a un tableau périodique des éléments colorés qui vous montre ce qu'on recycle à plus de 50% comme éléments, ou d'autres, et malheureusement, tous les métaux rares, c'est généralement des taux de recyclage de moins de 1%. Un autre rapport encore qui est sur l'impact des métaux tout au cours de leur cycle de vie. C'est un rapport tout récent qui a été rendu public en avril cette année.
Et puis, enfin, un rapport sur options, limites et infrastructures pour le recyclage qui montre que si le recyclage est absolument quelque chose qu'il faut développer, ça va de soi, c'est le bon sens, eh bien, malheureusement, il y a aussi de nombreuses limites, thermodynamiques, mais aussi l'extraordinaire complexité des assemblages. Un téléphone mobile contient plus d'or à la tonne ou plus de palladium qu'un minerai naturel. Moi, une carte électronique, ça va entre 150 et 300 grammes d'or à la tonne. Un beau minerai d'or, c'est 5 grammes à la tonne. Donc c'est une extraordinaire richesse. Sauf qu'il y a un téléphone là, puis voilà, dans la salle, on pourrait peut-être collectionner les vôtres. Vous voulez bien qu'on les mette au recyclage? On va tous aller les tremper dans le cyanure en sortant. C'est bien pour récupérer l'or, c'est facile. Donc il y a certains éléments qu'on recycle facilement, puis d'autres qui sont dans des puces, etc., où les assemblages sont extraordinairement complexes, bien plus complexes que ce qu'on a dans un minerai naturel. Et aujourd'hui, pour des raisons économiques souvent, parfois aussi technologiques, on ne sait pas encore les recycler de façon efficace. Voilà. Merci pour votre attention et surtout pour votre invitation.